Et pour parler du Congrès des maires, mais aussi de l'actualité politique du Fénois, nous recevons ce soir Moïté Broderson, le président du gouvernement. Bonsoir. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est donc mardi que débute le Congrès des communes. On sait que la majorité des maires polynésiens ne sont pas indépendantistes, mais sont issus du parti politique du Tapura Huiratira. Quel est votre rapport avec tous ces Tavanas qui ne sont pas du même bord politique que vous? Et qu'est-ce que vous leur dites à la veille du Congrès des communes? Bon, je leur dis la même chose que le jour de mon investiture, c'est que je ne regarde pas la couleur politique des Tavanas. Ils sont avant tout Tavanas de notre population, de notre peuple, et on est un seul peuple. Donc ils le savent, et tous ceux que j'ai rencontrés ont pu le constater. Je ne fais aucun distinguo, je ne demande même pas la couleur politique des gens que je reçois. Mais en tout cas, ils ne sont pas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas de la même famille politique. En parlant de famille politique, les tensions semblent un peu exacerbées avec votre majorité entre l'exécutif et le législatif. Le cas de Yann Jambé a cristallisé, par exemple, les tensions. Est-ce que vous avez lavé votre linge sale en famille depuis votre retour de Paris? Vous savez, au Taverny Huilatira, contrairement peut-être à d'autres partis, on a l'habitude de discuter et de discuter de tout et de discuter franchement. Donc quand il y a des sujets qui peuvent fâcher ou sur lesquels on n'est pas d'accord, eh bien chacun s'exprime et une fois que la décision est prise, eh bien on s'y tient. Mais est-ce que vous avez vraiment discuté face à face avec Oscar Temaru ou avec Anthony Géros, par exemple? Parce que Anthony Géros a Oui. convoqué les médias pour faire part de l'avis du comité de majorité. Oui, bien sûr. Je les vois tous les vendredis. Nous avons un déjeuner rituel tous les vendredis où nous échangeons donc, sur tous les sujets qui concernent le pays. Et justement, le cas Yann Jambé, démission ou révocation prévue mercredi en Conseil des ministres? Alors écoutez, je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer M. Jambé, puisque depuis mon retour, j'ai été occupé. Les 2 derniers jours, hier et aujourd'hui, juste avant de venir sur ce plateau, j'étais en pré-arbitrage budgétaire avec l'ensemble de mes ministres, donc j'ai vu en marathon sur 2 jours. Je vais essayer de voir M. Jambé demain et en fonction de la discussion et de ses intentions réelles, eh bien, on verra. Mais il ne sera pas maintenu, c'est sûr. Ah, son successeur est déjà désigné. Qui sera son successeur? Vous le verrez en temps voulu. La suppression de la taxe sociale est effective depuis le mois d'octobre, mais il va manquer 9 milliards. Vous aviez évoqué une augmentation de la CST. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Parce que le budget 2024 se profile. Alors, on l'avait déjà dit, d'ici la fin de l'année et pour l'année 2024, on n'a pas besoin finalement d'augmenter la CST ou de partir dans des développements comme cela, les réserves dont on dispose. Et malheureusement, on peut dire ça comme ça, l'inflation a fait que les rentrées fiscales sont plus importantes. C'est ce qu'on avait dit à l'époque de la mise en place de la taxe sociale, c'est que l'inflation avait gonflé les réserves fiscales et qu'il n'y avait pas lieu. Donc vous avez quand même un coussin confortable? Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. C'est pour ça qu'on se donne l'année 2024 pour mettre en place toutes les grandes réflexions et les concertations avec tous les acteurs socio-économiques pour à la fois la réforme de la fiscalité et puis la réforme des comptes sociaux et de la PSG. Ce sera l'année charnière puisque après il faut qu'on enclenche les réformes. Mais vous êtes revenu de Paris justement après avoir rencontré notamment des responsables nationaux de grandes enseignes de distribution en métropole. Qu'est-ce qui ressort de ces échanges pour lutter contre la vie chère? Écoutez, c'était justement l'objet de ces rencontres. J'ai rencontré le patron de Lidl, j'ai rencontré également le patron de Système U et d'autres enseignes. L'idée était de savoir ce que eux ont fait dans l'Hexagone pour aider à maintenir ou à améliorer le niveau de vie. Et donc, il y a plusieurs idées, plusieurs lignes directrices qui en sont sorties. J'ai eu également un très bon échange avec le directeur cabinet de Bruno Le Maire, qui nous a proposé de rencontrer pour le compte de la Polynésie la compagnie CMA-CGM, qui est le principal importateur, enfin le transporteur, pardon, de biens depuis l'étranger vers la Polynésie. Et c'est un des éléments constitutifs de la chaîne de prix. Donc pour l'instant, juste des discussions, pas encore de décision. On va revenir avec vous encore, Moïté Broderson, pour d'autres sujets. En attendant, on s'intéresse à cette problématique. La Polynésie traite chaque année près de 60 000 tonnes de déchets et cette compétence représente un budget important pour les communes. Le pays pourrait reprendre la main dans les années à venir, mais ce n'est pas si simple à mettre en place. C'est le dossier de la rédaction signé Caroline Fari et Patita Savea.
mercredi, c'est une journée chargée en termes de fréquentation de véhicules, puisque nous avons beaucoup de retours des bacs verts de tous les sites. Donc le tas que vous voyez va doubler quasiment en 24 heures. Et ensuite, les équipes du centre vont avoir 8 jours pour le trier et laisser la place pour les déchets de la semaine prochaine. Chaque jour, 12 communes de Tahiti et Moorea acheminent leurs déchets recyclables au centre de tri de Motuuta, géré par le syndicat Whenua. Un budget total annuel d'environ 1,1 milliard pour ces collectivités et 300 millions pour le pays. Le reste des déchets part à l'enfouissement, notamment au CET de Paihoro. Les maires polynésiens responsables du traitement des ordures depuis 2004 ont du mal à gérer à la fois la collecte et le traitement. Manque de moyens des municipalités et absence de stratégie globale du pays ont poussé le syndicat à lancer en 2015 son propre schéma directeur en 4 points. Le point, c'est pérenniser la collecte sélective des bacs verts et des déchets toxiques. En 2, développer les déchetteries sur l'ensemble du réseau des communes de Whenua. 3e point, c'est s'occuper des biodéchets, des déchets organiques. Et enfin, le 4e point, c'est de voir si on peut faire une valorisation énergétique à partir des déchets résiduels, des déchets qu'on appelle déchets ultimes. Voilà. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais ça permet de mettre en place une orientation. La commune d'Aroué, Tortue d'Or pour la 15e fois, meilleur élève en termes de captage des déchets recyclables, accueille avec soulagement l'annonce d'un transfert de compétences et l'accompagnement du pays pour peaufiner son service. Pour l'année dernière, nous avons eu une dépense de près de 187 millions pour l'année concernant donc les déchets. Et le traitement avec Whenua, puisque nous travaillons avec Whenua, pour l'année dernière, on avait quand même pour près de 67 millions. Donc ce n'est pas une enveloppe à négliger qui sera prise par le pays et on pourra donc réinvestir ailleurs. Faa, commune autonome en matière de traitement, possède son propre système d'enfouissement souvent décrié. Son budget annuel, collecte plus traitement, tourne autour de 450 millions de francs. Ses élus exhortent depuis plusieurs années les gouvernements à mettre en place une stratégie. Ce n'est pas la meilleure solution, mais dans la situation actuelle, c'est tout à fait adapté puisque la stratégie du traitement des déchets n'existe pas en Polynésie. En faisant ça, ce transfert, ça fait économiser aux communes au niveau de l'ingénierie. Aucune commune n'a les reins financiers pour investir dans une usine de traitement commune par commune. Ça, c'est totalement impossible. Mais le grand problème, ce sont les îles. Si certaines ont opté pour le tri, leur éloignement leur coûte cher. Il faut payer le fret des déchets recyclés, comme à Rangiroa, où 20 à 30 millions de francs annuels sont consacrés à la filière. C'est une très bonne chose pour nous, pour la commune. Ça va permettre d'alléger sur le budget de la commune. Mais sous quelle forme? C'est justement ça qu'on doit parler avec le pays. Est-ce qu'ils vont prendre en charge le rapatriement des déchets ou bien l'ensemble des déchets? Ce transfert n'est pourtant pas pour demain. Le gouvernement devra avant tout faire changer la loi organique qui répartit les compétences État-pays. Il devra ensuite faire voter une loi de pays qui précise ses prérogatives et travailler à une répartition financière raisonnable pour les administrés. Et justement, le pays, en tout cas le gouvernement, s'est donné 2 ans pour reprendre cette compétence du traitement des déchets. Moetai Broderson, quelle est votre vision au cas où cela est finalisé et surtout, quel chantier pour les îles, on vient de le voir? C'est effectivement la dimension archipélagique de notre Whenua qui rend la chose plus complexe. Si on était une seule île, comme par exemple la Nouvelle-Calédonie, qui est une grande terre, puis quelques îles, ce serait certainement plus facile. Donc il faut trouver le moyen d'aller récupérer ces déchets dans les îles. On y travaille, on a notamment... je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu le Blue Climate Summit ici, il y a eu une société guadeloupéenne, SMO Solar Process, qui est venue exposer un système qui est très prometteur. J'ai rencontré à nouveau le DG, le fondateur de cette société lors de mon passage à Paris dernièrement.
Donc, c'est vraiment reprendre cette compétence dans les 2 ans. C'est cet objectif que vous êtes fixé, c'était dans votre programme. C'est cet objectif. Il y a un chemin légistique d'abord, comme ça a été souligné dans votre reportage. Il faut changer à la fois le statut, le CGCT. Ensuite, il faut un dispositif réglementaire local sous forme de loi de pays. Mais en même temps qu'on fait ce parcours légistique, il faut déjà anticiper à la fois les transferts. Alors, transfert de moyens, ça peut être des transferts de moyens humains, techniques, financiers. Et il faut organiser finalement la solution la solution technologique qui sera mise en place par le pays. Moïté Broderson, vous vous sentez très investi depuis le début de votre mandat dans la géopolitique. Vous avez accompagné Emmanuel Macron dans sa visite dans le Pacifique. Vous allez rencontrer le président américain Joe Biden prochainement. Il y aura aussi la 4e commission des Nations Unies chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation le mois prochain. Est-ce que la France, vous avez eu des garanties que la France participera au dialogue? Écoutez, moi je crois en la parole du président de la République. Lors de notre première rencontre, lors de mon premier déplacement à Paris, il m'a dit que la position de la France évoluerait aux Nations Unies. J'attends de voir. Cette évolution de la position française a été partiellement confirmée par Gérald Darmanin lors de sa venue au Fénois. Donc, Pour vous, c'est du donnant-donnant parce que vous l'avez accompagné aussi. Non, c'est pas du donnant-donnant. Je lui ai expliqué pourquoi c'était important, à la fois pour la Polynésie et pour la France, que ce dialogue aux Nations Unies puisse se faire. Je pense qu'il a compris, et je pense que les différents interlocuteurs de l'État à qui j'ai pu en parler ont également compris. Il ne s'agit pas de marchandage. Voilà. En tout cas, vous vous rendrez bel et bien à New York. Est-ce que vous formerez une seule et même délégation avec le Tavini Huiratira? Alors techniquement non, puisqu'on n'est pas au même endroit, enfin c'est l'ONU, hein, c'est très codifié. Mais vous serez dans le même sens. Bien sûr, on parlera, je ne veux pas dire d'une même voix, mais on a les mêmes idées, on a la même vision de ce qui doit se mettre en place. On n'a peut-être pas, je dirais, le même tempo, puisque vous le savez, hein, mon président Oscar Temaru est pressé. Il aimerait que l'indépendance arrive demain. Moi aussi, hein, au fond de moi-même, j'aimerais. Mais le droit international est ce qu'il est, et tout ce que nous avons démarré aux Nations Unies avec la réinscription doit se faire sous l'égide des Nations Unies et dans le respect des processus onusiens. Une toute dernière question, Moïté Broderson, à propos du village tahitien. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que vous avez des investisseurs potentiels? Est-ce que ça va se faire finalement? Alors, les investisseurs, ils sont déjà connus. Ce sont les lauréats, les 4 lauréats des silos. Albert Moux, les groupes Eric Minardi, Van. Voilà. Ce qui n'est pas aujourd'hui décidé, c'est effectivement la forme que doit prendre la continuité de ce projet. Il y a des questions qui se posent. J'ai pu en discuter déjà avec 2 des 4 lauréats. Il me reste les 2 autres à voir. Je tiens à exprimer à la fois les interrogations et les craintes du pays, puisque c'est au total 42 milliards d'argent public dont on parle autour de ce village tahitien. Donc ça se discute pas sur un coin de table. Donc ça va se faire en tout cas. C'est votre volonté. Ça va se faire. Sous quelle forme, c'est ce qui reste à définir. Merci beaucoup, Moïté Broderson, d'avoir répondu sans filtre à nos questions.